Vous pouvez le voir sur la slide de présentation, vos micros sont coupés, donc ne serait-ce que pour stabiliser la connexion, et les caméras, bien sûr. Et bien sûr, ces micros vous seront réactivés pour le temps d'échange à la fin de notre présentation. Alors, je vais commencer de suite. Donc, cette présentation. Donc, quelles sont les principales mesures de l'avenant 7? Cet avenant a été signé au mois de juillet 2023 pour une approbation, une parution au journal officiel en août 2023, le 25 août exactement, et applicable au lendemain de sa parution. Donc cet avenant s'articule autour de 5 grands axes. Poursuivre l'amélioration de l'accès territorial aux soins, renforcer bien sûr l'attractivité de votre profession, on parlera nomenclature et revalorisation, favoriser l'intervention de votre profession au domicile de vos patients, renforcer le rôle de la profession, et on le verra auprès des prescriptions, et puis ouvrir la possibilité pour votre profession de réaliser des actes de télésanté. Alors, donc le sommaire s'articule autour de 4 grands axes: l'accès aux soins, la nouvelle nomenclature, en 3 la prescription médicale, et nous terminerons sur la télésanté et le famille. Alors, concernant le premier chapitre, l'accès aux soins. Donc, cette disposition concerne l'amélioration de l'accès aux soins par la répartition des masseurs-kinés sur le territoire. Et cette disposition s'applique essentiellement aux MK qui démarrent leur formation en 2023. Donc, les futurs diplômés devront, pour s'installer en libéral, remplir au moins l'une des 2 conditions suivantes, à savoir soit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans, soit en établissement sanitaire ou médico-social, ou alors s'engager à exercer au moins les 2 premières années de son conventionnement dans une zone très sous-dotée ou sous-dotée. Alors, concernant les autres évolutions du dispositif de régulation, il y a une obligation de désignation d'un successeur dans les zones nouvellement appelées les zones non prioritaires. On parle des zones surdotées. Donc, en cas de départ, la place vacante est attribuée au successeur qui sera désigné par le masseur-kiné qui cesse son activité. Celui-ci même, donc le masseur-kinésithérapeute, dispose de 2 ans pour désigner un successeur. On comprend bien que passé ce délai, la reprise de la patientèle n'est plus dès lors complètement justifiée dans la mesure où cette dernière peut être reprise par les autres cabinets du secteur. Et le repreneur, donc le nouveau, doit initier ses formalités d'installation dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision du conventionnement en zone surdotée. Évidemment, pour comprendre l'idée d'éviter le blocage artificiel de place sur cette même zone. Alors, je vais laisser la main à ma collègue pour présenter la nouvelle nomenclature. Merci. Alors, cette nouvelle nomenclature a été mise en place à partir du 22 février 2024. Elle vise une meilleure connaissance et description de l'activité des masseurs-kinés, permet une grande lisibilité et limite les risques de mauvaise interprétation. C'est un engagement qui est conventionnel depuis l'avenant 5, d'une actualisation selon l'évolution de la pratique. Il y a alors une création de 20 nouvelles lettres clés. L'APM, par exemple, c'est la rééducation des amputations. On a l'ARL, DRA, NMI, PLL, RAB. On a aussi la RAV qui correspond à la rééducation des affections vasculaires. Je ne veux pas tous vous les énumérer, mais on va en prendre un autre, par exemple la VIC. Et là, on est sur la rééducation du membre inférieur opéré, non soumis à référentiel. Ça représente environ 80 actes au total. La lettre clé AMK est maintenue pour la cotation des actes de bilan, les BDK notamment, et pour les suppléments de kiné balnéothérapie. Si on regarde de plus près cette nouvelle nomenclature, on va observer 2 actes. La rééducation des conséquences d'une affection du rachis lombo-sacré hors référentiel. Nous l'avons sans chirurgie avec l'étoile rose et nous l'avons avec chirurgie avec l'étoile jaune.
Ce qu'on constate, c'est que cet AMS 7.5 qui était au départ pour les deux va se détailler pour le premier sans chirurgie en RAM et pour le deuxième avec chirurgie, l'AMS 7.5 devient un RAO. Dans les deux cas, vous aurez une évolution de 3 fois pour le tarif en 2024, en 2025 et en 2027. La nouvelle nomenclature et son calendrier. Donc cette nouvelle NGAP, elle a commencé le 22 février 2024 pour les soins qui sont en cours. Vous pouvez toujours facturer avec les anciennes cotations, mais aussi les nouvelles. Nous vous conseillons pour les nouvelles prises en charge et les cas de renouvellement de facturer avec les nouvelles cotations. L'objectif étant qu'à partir du 1er juin 2024, vous facturiez qu'avec les nouvelles cotations. Attention bien entendu de bien mettre à jour vos logiciels. Pour ce qui est de la revalorisation de la nomenclature, nous allons démarrer par la revalorisation des lettres clés AMK, AMC et AMS. Les tarifs de ces lettres clés et de ces nouvelles lettres ont augmenté en février également à 2,21 €. Il y a également la revalorisation des actes de l'article 1er, les AMS 7.5 et 9.5, mais là en plusieurs étapes. Pour ce qui est de l'AMS 7.5 et les nouvelles lettres clés, au 1er juillet 2025, il y aura une revalorisation de 0,6 points. Au 1er juillet 2025, une revalorisation de 0,3 points. Pour l'AMS 9.5 et les nouvelles lettres clés, le 1er juillet 2026 interviendra la revalorisation de 0,3 points. Pour ce qui est du supplément de kiné-balnéothérapie, c'est au 1er juillet 2025 que nous aurons une revalorisation du coefficient de 1,3 points. Ce qui est important, c'est que la notion de balnéo doit être absolument inscrite sur la prescription. Il y a également une évolution dans la nomenclature. C'est la possibilité de coter 2 séances, et ce depuis février, pour un même patient, mais sous certaines conditions. La cotation possible de 2 séances le même jour et à taux plein, il faut alors qu'il y ait des prescriptions distinctes, des affections en rapport avec des articles NGAP différents, 2 régions anatomiques distinctes et la réalisation de ces 2 séances distinctes. Dans la nouvelle nomenclature, il y a aussi l'objectif de renforcer le rôle du kiné. Tout d'abord par développer la prévention et la prise en charge des patients qui sont en perte d'autonomie. Nous avons 3 points. Le premier, c'est faciliter la prise en charge des enfants de moins de 18 ans présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap. Et là, c'est une création d'acte qui s'appelle l'AMK-MC16 TER16, et ce depuis février 2024. Cet acte est inscrit dans les annexes et elle est uniquement sur prescription hospitalière. Le deuxième point, c'est repérer la fragilité des personnes âgées de 70 ans ou plus sur présentation d'une prescription médicale ou à l'initiative du kiné. Création alors du code acte AMK 10 et elle interviendra au 1er septembre 2026. Troisième point, va favoriser la prise en charge des patients atteints de maladies neuromusculaires. On va alors revaloriser les AMK MC 10 en AMK 11 et les AMK MC 11 en AMK 12. Pour compléter et renforcer le rôle du kiné, il y a alors une revalorisation. C'est valoriser l'intervention à domicile auprès des patients dépendants. C'est-à-dire que l'indication soins à domicile sur l'ordonnance n'est plus obligatoire, et ce depuis le 22 août 2023. Il y a également le regroupement des indemnités forfaitaires spécifiques de déplacement sous un seul code IFS, 4 €, et qui va intervenir le 1er juillet 2025. À cette même date, nous aurons l'extension à la facturation de l'IFS aux actes de l'article 9. Attention également pour cette date du 1er juillet 2025, nous aurons la suppression de l'acte de rééducation de la déambulation, l'AMK 6. Voici un tableau récapitulatif de ce qu'on vient de voir de manière chronologique avec toutes les modifications, qu'elles soient suppression, nouveauté, création ou valorisation. Bien sûr, on vous fournira le document pour que vous ayez un récapitulatif de toutes ces évolutions. Je laisse la place pour la prescription médicale à ma collègue. Merci Hélène. Alors, concernant ce chapitre, comme vous le savez, depuis le mois d'août 2023, possibilité de renouveler et d'adapter des prescriptions médicales de moins d'1 an. Donc cette possibilité vous est offerte d'adapter les prescriptions médicales initiales datant de moins d'1 année
uniquement dans le cadre d'un renouvellement et sauf indication contraire du médecin sur à la fois le nombre de séances renouvelées et le type de séance à effectuer. Alors, quelles sont les informations que vous devrez indiquer sur la prescription initiale du médecin généraliste? Eh bien, vous indiquerez votre identification, votre nom, votre prénom et votre numéro, bien sûr. Vous devrez ajouter la mention renouvellement MK, la durée, bien sûr, du renouvellement à la fois en nombre de séances et le type de séance si besoin. Après réalisation d'un BDK non facturé, sauf si échéance d'une refacturation du bilan. Et bien sûr, vous indiquerez la date du renouvellement et sa signature. Vous remettez donc l'original au patient et concernant pour vous les modalités de facturation, eh bien, vous ferez une transmission via SCORE de la photocopie de l'ordonnance, donc de la prescription modifiée. Vous renseignez votre numéro de prescripteur spécifique, celui qui s'affiche. Et bien sûr, l'enregistrement des prescriptions renouvelées doivent apparaître dans votre logiciel de facturation. La deuxième notion, toujours sur la prescription, c'est l'accès direct à votre profession et cela sans prescription médicale. Parce que oui, depuis le 22 août 2023, vous avez la possibilité d'exercer sans prescription médicale, mais attention, dans certaines structures de soins et d'exercices coordonnés seulement, à savoir soit en établissement de santé, nécessaire par exemple, en établissement et services sociaux et médico-sociaux, et puis les structures d'exercice coordonnés telles que vous les connaissez, les ESP, les centres de santé et les MSP, les maisons de santé pluripro. Alors en pratique, donc soit sans diagnostic médical, mais on rappelle que la radio n'est pas un diagnostic médical. Le nombre de séances est limité à 8 par patient. Bien sûr, il y aura un envoi d'un bilan initial et d'un compte-rendu de soins donc réalisé au médecin traitant et bien sûr, vous alimenterez le DMP de vos patients, de votre patient. Et toute cette prise en charge est identique aux actes avec prescription. Et pour la facturation, vous utilisez toujours votre numéro de professionnel de santé dans la case prescripteur. Et évidemment, il n'y a pas besoin de télécharger de pièces jointes parce qu'il n'y a pas de prescription. Je vais laisser la main à ma collègue Hélène. Donc, dans le cadre de l'exercice coordonné, vous avez une autre possibilité, c'est de créer des protocoles de coopération. Pour cela, je vous conseille de vous rapprocher de vos coordinateurs et coordinatrices de structure pour voir comment mettre en place ces protocoles de coopération. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes toujours là à la disposition. J'ai pris deux exemples. Le premier, c'est l'entorse de la cheville et le deuxième, c'est le mal au dos, donc la lombalgie commune. Les protocoles de coopération répondent à différents enjeux. C'est de permettre un meilleur partage de tâches, un accès plus fluide et d'éviter un recours inutile aux urgences. La finalité de ces protocoles de coopération, c'est un accès plus rapide aux soins. C'est de libérer et optimiser le temps médical et c'est aussi de favoriser la coopération entre les professionnels de santé. Et là, on a une évolution du métier. Pour ce qui est du chapitre télésanté et famille, le recours à la télésanté. La télésanté, on va d'abord étudier en fait le télésoin. Le télésoin permet aux professionnels de santé de prendre en charge un patient et de le suivre à distance grâce aux équipements de télémédecine. Le périmètre est assez large parce que tous les patients peuvent en bénéficier. Il n'y a aucune situation qui est exclue, mis à part que la première séance doit être réalisée la plupart du temps en présentiel puisqu'il s'agit là du BDK initial et qui ne peut pas être réalisé en télésoin. Les conditions de réalisation, c'est qu'il faut obligatoirement une vidéotransmission afin de garantir la confidentialité et la sécurisation des données. Elle doit également faire l'objet d'un compte-rendu. Le principe est de connaître préalablement le patient. De toute façon, vous l'avez vu au moins une fois en présentiel. Et il y a également un principe de territorialité de la réponse à la demande. On essaye de respecter le territoire. Vous avez un seuil maximal de 20% de l'activité conventionnée qui doit se faire à distance. Les conditions de facturation. La lettre clé pour le télésoin, c'est le TMK à 2,15 € et celui-ci est valable depuis le 22 février 2024. Bien entendu, la facturation se fera en mode sésame, mais sans vital. On continue sur la télésanté avec la téléexpertise.
La téléexpertise permet alors à un professionnel de santé qui est dit requérant, en l'occurrence là c'est vous, le kiné, de solliciter l'avis à distance d'un ou plusieurs professionnels de santé médicaux, dits requis, en raison de leurs compétences pour la prise en charge d'un patient. Cette sollicitation se fait par le kiné, qui est dit requérant, et qui demande une expertise à distance pour un médecin qui est dit requis. L'ensemble des patients peuvent bénéficier de téléexpertise sous réserve que le patient soit informé et qu'il soit d'accord. Pour le kiné, qui est dit requérant, les modalités, c'est de transmettre au professionnel de santé qui est requis les coordonnées du patient, ainsi que son numéro d'assurance maladie, indiquer le numéro d'assurance maladie du professionnel santé requis sur la feuille de soins avec le code acte RQD qu'on redonnera tout à l'heure. Les modalités pour le professionnel de santé qui est requis, bien sûr, là, c'est un médecin qui va coter un acte TE2. Les conditions de réalisation, et là encore une fois, c'est de garantir la confidentialité des échanges et la sécurisation des données. Les conditions de facturation, donc on va utiliser la lettre RQD et elle est valorisée à hauteur de 10 euros. Nous avons un seuil maximum de 2 télé-expertises par patient et par an. La facturation, encore une fois, se fait en mode sésame sans vital. Pour ce qui est du forfait d'aide à la modernisation du cabinet, qu'on appelle également FAMI, il y a une création d'aide forfaitaire à l'équipement qui va être valable au titre de l'année 2024 avec un paiement en 2025. Le premier, c'est 350 euros pour l'équipement de vidéotransmission, y compris l'abonnement aux différentes solutions techniques. La deuxième partie, c'est 175 euros, c'est pour l'équipement en appareils médicaux connectés. Il s'agit d'indicateurs qui sont optionnels et l'aide qui sera versée est indépendante de l'atteinte des indicateurs socles du FAMI. Nous avons terminé et je vous remercie.